Bonsoir et puis bonne année, meilleurs vœux puisque c'est la première émission de l'année. Donc bonsoir, ce soir à la Carmagnole, une Carmagnole confinée, une Carmagnole masquée, mais une Carmagnole motivée. Donc on va ce soir vacciner le Covid à la Carmagnole. Avec nous, on a la chance d'avoir Carole Eldin, médecin spécialisé en maladies infectieuses et tropicales au CHU La Timone, Aix-Marseille, donc à l'université aussi Aix-Marseille. Donc bonsoir à toi Carole et merci beaucoup de prendre le temps de venir nous voir. C'est de l'invitation. Et on a aussi avec nous Ignacio Bravo, qui est directeur de recherche au CNRS et qui dit sur sa page officielle s'intéresser à la course aux armements entre les virus et les animaux, c'est-à-dire nous. Et il s'intéresse aux mécanismes antiviraux que nous, les animaux, nous développons et aux mécanismes antiviraux que les virus développent à leur tour. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça sonne comme un plein de choses. On va avoir un programme effectivement chargé avec du beau monde et avec, de ce que l'on sait, aucun conflit d'intérêt entre les personnes qui vont intervenir et le sujet qui nous intéresse. Donc voilà, un sujet qui va participer à l'éducation populaire à laquelle on essaye de travailler à la Carmagnole. Alors, on va profiter de t'avoir avec nous, Carole, pour faire d'abord un petit point sur la pandémie du Covid. On a entendu Monsieur Castex, là donc bientôt on devrait être confiné à partir de 18h sur tout le territoire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir un peu où on en est sur la pandémie au niveau international et au niveau de la France, surtout au niveau, toi, tu es sur Marseille. Alors, deuxième vague, troisième vague, on en est où après ces fêtes de fin d'année ? Alors, donc pour refaire un petit point global sur cette épidémie qui nous touche depuis mars, au niveau mondial, on arrive là à peu près à 92 millions de cas. On est proche des 2 millions des 2 millions de morts au niveau mondial. Et en ce qui concerne la France plus précisément, ça c'est si on prend le nombre de cas cumulés depuis mars, depuis le début. Si on regarde la France plus spécifiquement, on n'est pas très glorieux, on va dire. Enfin, on fait partie on est le 6e pays avec le nombre de cas le plus important. On a à l'heure actuelle bientôt 3 millions de cas, pareil si on cumule sur toute la durée depuis le début de l'épidémie, et puis bientôt 70 000 morts. Donc voilà, on fait face à cette pandémie. Comme tous les pays du monde qui sont impactés, avec toutes les conséquences qu'on a pu voir à la fois sur le plan social, sur le plan économique, malheureusement. Alors, bien entendu que ça évolue en différentes vagues, ça tout le monde le sait, avec des impacts très durs, surtout sur la première vague, sur l'activité de l'hôpital et sur la façon dont moi je travaille à l'hôpital, donc on a dû s'adapter et gérer ces choses-là, avec des mesures de santé publique différentes quand même aussi au fil des différentes phases. Ce qu'on a tous vécu en mars-avril, c'était un confinement très dur, mais c'est vrai que du coup, on a eu une épidémie qui est montée très vite et qui est redescendue très vite. Ce qu'on a vécu sur la deuxième vague, ça a été beaucoup plus progressif, c'est-à-dire qu'on a vu aussi beaucoup de cas augmenter en novembre, et puis on a eu un confinement qui s'est installé, qui a été peut-être moins strict qu'en mars-avril, et puis du coup, une redescente de l'épidémie aussi un peu plus lente, avec une activité qui a dû continuer dans les hôpitaux et qui a dû continuer avec le Covid en plus, donc à laquelle on a dû s'adapter. Et puis là, c'est vrai que ce qui se passe en ce moment, alors il y a des disparités au niveau régional, c'est pas vrai sur toute la France, mais en tout cas à Marseille, on a en effet l'impression, et dans le sud de la France plutôt, qu'on s'apprête à vivre une troisième vague avec peut-être un effet en effet des regroupements qu'il y a eu à Noël, peut-être aussi le fait que le confinement qu'on connaît depuis 2 mois, il est en effet moins strict, avec des mesures, on va dire Oui. qui sont pas les mêmes en fonction des secteurs d'activité, etc. Qui font en tout cas qu'en effet là on a l'impression que les choses repartent à la hausse. Ouais, donc la situation elle est pas très très rose. Mais dans le paysage, par rapport aux dernières émissions qu'on avait fait à la Carmagnole sur le Covid, maintenant il y a un nouvel outil qui est le vaccin. Et c'est donc à propos de ce vaccin qu'on va tourner les questions à Ignacio et puis à toi, Carole. Et d'abord, on voudrait vous faire... Alors là, je ne vous entends plus, par contre. Donc là, tu nous entends plus ? Là, non ? Ah. Donc là, tu nous entends ? Ouais, là c'est... Ah, voilà. Donc ce qu'on te disait, c'est qu'on va parler un peu du vaccin, qui est le nouvel outil que l'on a pour, dans cette lutte contre la propagation du virus et du virus. Et ce vaccin, il étonne parce qu'il arrive tôt, et ça étonne même des grands de la recherche qu'on va écouter maintenant sur le son d'Europe 1. Je crois que la recherche sur le vaccin, tout le monde en est bien conscient. C'est quelque chose qui prend habituellement plusieurs années. Ce que nous disent les laboratoires, ce que nous disent les chercheurs, c'est que
l'accélération qu'on a vue dans le développement des vaccins et le développement des essais cliniques nous laisse espérer un vaccin à l'horizon de 18 mois. Mais ça n'est pas raisonnable de penser qu'on puisse aller plus vite que ça, sauf à mettre en danger la sécurité des gens, ce qui évidemment est totalement impossible. Donc rien sans doute avant 18 mois, c'est parfaitement clair, Madame Vidal. Et oui. Ah, mais il a dit le nom de ça la y grande est. spécialiste de la recherche que vous avez tous reconnu. Donc c'est Frédérique Vidal, un ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, au micro d'Europe 1 au mois de mai 2020. Donc il dit de manière très assurée que non, il n'y aura pas de vaccin avant l'automne 2021. C'est ce que disent les scientifiques, c'est ce que disent les laboratoires. Et là, on est dans une campagne de vaccination qui a déjà commencé. En décembre dans certains pays, plutôt début janvier en France. Donc comment expliquer que finalement ça ait pu aller plus vite que ce que Frédérique Vidal assurait au mois de mai? Oui, tu peux nous dire, est-ce que c'est parce qu'on prend des risques? Parce qu'elle a dit, si on faisait avant 18 mois, c'est que vraiment on ferait prendre des risques aux gens, ou comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on a été aussi vite? Alors, je pense que après, c'est aussi un message de politicien qu'elle a un peu avancé, c'est qu'elle ne pouvait pas non plus s'engager sur avant. Ce qui a fait qu'on a été aussi vite, là en tout cas pour les vaccins qu'on a à l'heure actuelle sur le marché, c'est quand même la technique. C'est vrai que cette technique d'ARN messager, le gros avantage qu'elle a, c'est qu'on peut justement produire, on peut synthétiser un virus rapidement. Après, ce qu'on peut souligner aussi quand même, c'est que cette crise Covid, globalement sur le plan de la recherche, elle a un peu tout accéléré, parfois d'ailleurs de manière trop accélérée, de manière un peu disproportionnée. Et sur le côté scientifique, c'est vrai que maintenant on a suffisamment les études à disposition concernant ces vaccins, mais c'est vrai qu'au début on n'avait peut-être pas. C'est peut-être la première fois où un vaccin a passé les autorisations de mise sur le marché, etc., avant qu'on ait les données scientifiques publiées. Et ça, c'était quand même assez particulier. Donc, il y a quand même eu un processus un peu accéléré de ce côté-là. Maintenant, bien entendu, c'est différent. On est rassuré, on a les données, etc. Mais c'est vrai qu'au moment où ça s'est passé, où c'est allé très très vite comme ça, c'était peut-être pas le processus normal qui se passe, en effet, habituellement quand il y a un nouveau médicament ou un nouveau vaccin qui arrive. Et Ignacio, toi, Bon, je pense qu'au moment quand Frédérique Vidal a prononcé ces phrases, je crois qu'elle était déjà en retard. Dans le mois de mai, non, on ne peut pas croire une chose pareille. Non, moi je ne peux pas. Même ça, on ne te laissera pas dire ça, Ignacio. Donc, dans le mois de mai, quand elle a dit ça, les phases étaient déjà engagées pour un nombre important de vaccins. Après, je pense qu'elle avait probablement dans la tête comment le programme de développement de vaccins qu'on a eu dans les dernières 50 ans, qui prend beaucoup de temps. Et c'est comme Carole vient de dire, les technologies d'ARN messager font que ce n'est pas nécessaire ni de purifier des virus, ni de les récupérer. On synthétise. Ça veut dire, et ça a été une des révolutions de la biologie dans les dernières 10 ou 15 ans, la biologie synthétique. Et ça, c'est une des grandes différences. Probablement, c'est pour ça que la ministre, elle était même déjà en retard quand elle a suggéré que 18 mois serait une perspective appropriée, disons. Alors, cette technologie qui est nouvelle, je crois qu'on a besoin que vous nous l'expliquiez, surtout toi, Ignacio, que tu nous expliques bien comment ça fonctionne. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont dites sur cette nouvelle technologie. Mais avant, il faut que tu nous expliques un truc. Il va falloir, parce que nous, avec Boris, on n'est pas des biologistes, on n'est pas des médecins. Donc, pour nous, un vaccin, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, c'est ce qu'on apprenait dans Il était une fois la vie. Ouais. Donc, c'est ce que Marion Montaigne met en scène aussi ici. Donc, un vaccin classique, ça consiste à faire ça. Donc, ça consiste à faire ça, c'est-à-dire qu'on inocule une version affaiblie, atténuée d'un virus. Qui est le virus, là ? Le virus, c'est l'affreux vert, là. Pour que le système immunitaire, ici, les petits globules blancs qui sont tout jeuneaux, apprennent à le reconnaître, qu'ils fassent connaissance avec lui, de manière à ce que, quand il arrive en pleine forme, ce virus, il le reconnaisse. Et là, il le pointe du doigt en disant « je te reconnais, je t'ai déjà vu », et que la réponse immunitaire ne se fasse pas attendre et qu'elle ne permette pas à l'infection de se développer. Donc, nous, on connaît ça. Pour nous, c'est ça, un vaccin. Et là, on nous dit que c'est autre chose. Parce que, tu nous l'as dit, on ne met pas de virus. Donc, explique-nous, s'il te plaît, ce qui se passe avec ces vaccins à ARN messager qui sont actuellement utilisés. Alors je crois que même tu nous as préparé quelques petites diapositives pour essayer d'illustrer un peu ça. Donc on va regarder ça. On t'écoute. Je vais essayer. Ici,
Ça, c'est la dernière. Donc, si tu peux aller, il y a... tu veux aller encore. Voilà, c'est magnifique. Donc, ici, donc, à droite, nous voyons un schéma d'une cellule humaine. En jaune et en bleu, c'est les noyaux de la cellule, de nos cellules, comme ça. Donc, tout notre patrimoine génétique est écrit en forme d'ADN. Et cet ADN réside dans les noyaux. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, le patrimoine génétique, l'ADN, est précieux et il ne sort pas des noyaux et pour ne pas l'abîmer, pour qu'il n'y ait pas de modifications ni chimiques, ni de virus, ni aucune autre sorte d'interaction. De façon que quand l'ADN a besoin d'envoyer un message dans le corps de la cellule pour fabriquer des protéines, il fabrique une autre molécule intermédiaire qui est l'ARN messager. C'est ce message que les noyaux envoient au corps de la cellule. Cette molécule, l'ARN messager, est exportée dans les corps cellulaires en jaune. Donc ça veut dire qu'il y a une transcription de ce qu'il veut faire à la cellule dans l'ARN messager. Voilà, donc on voit sur le schéma à gauche. L'ADN, si vous voulez, à gauche, c'est une espèce de... Ce sont les plans dans les formes dures qu'il faut toujours conserver. Quand il faut envoyer un message et une copie de qu'est-ce qu'il faut faire, on fait une espèce de brouillon, une copie en brouillon, et cette copie en brouillon, c'est l'ARN messager. Cet ARN messager est exporté dans les corps de la cellule, en jaune, et là, cet ARN messager est traduit en protéines. Ça veut dire on passe les instructions qui étaient codées dans la forme chimique de l'ADN, ils passent à être une protéine, comme nous voyons en bas. Et ça, c'est important. Cette séparation entre le noyau pour l'ADN et le cytoplasme, le corps cellulaire, pour le ARN et les protéines, c'est très important. Parce qu'après, nous voyons ici, c'est un schéma pour un coronavirus à gauche. Et donc, l'information génétique pour les coronavirus est beaucoup plus simple que pour nos cellules. Pour les coronavirus, le matériel génétique, c'est directement de l'ARN. Cet ARN peut se copier, se répliquer, mais aussi il peut être directement traduit en forme de protéines. Et à gauche, j'ai mis un schéma de comment nous pouvons concevoir ou imaginer un coronavirus avec un génome, donc l'information génétique en forme d'ARN, qui est entouré par une capside qui est faite de protéines, en bleu. Et puis autour, nous voyons une enveloppe qui est des graisses, une enveloppe des lipides, lipidique, dans laquelle il y a d'autres protéines, comme par exemple la glycoprotéine S. Attends. Glycoprotéine S, ça fait GPS? Ça fait GPS, mais ça n'a rien à voir avec le Global Positioning System de nos portables. GPS par glycoprotéine S, de Spike, et c'est aussi représenté en mauve, en violet. D'accord. Et ça, c'est important parce qu'après, les deux vaccins qui sont déjà dans le marché sur des vaccins ARN, ils ciblent cette protéine, cette glycoprotéine S. Donc, si nous passons, suivant, après, quand les coronavirus infectent nos cellules, tout se passe dans le cytoplasme. Les coronavirus ne rentrent pas dans les noyaux, ils n'interfèrent pas avec notre ADN, ils font leur cycle de vie, ou de mort, si pas pour la cellule, dans le cytoplasme. Ils rentrent, ils libèrent leur ARN, leur ARN est traduit en protéines et ils fabriquent d'autres virus. Ça, c'est le cycle de vie des coronavirus et tout se passe dans le cytoplasme, dans le corps cellulaire. Et donc pour les vaccins maintenant, le vaccin ARN messager, il utilise une technologie qui est basée sur, qui profite de ces passages de l'information d'une molécule d'ARN à une molécule de protéines. Ça veut dire que c'est le même passage de traduction que nos cellules font régulièrement tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Et donc les vaccins, ils sont faits par une enveloppe de graisses, de lipides. Ce sont comme les liposomes qu'on utilise dans les crèmes. Donc ces liposomes qui sont faits de graisses, ils peuvent se fusionner, quand ils arrivent dans une cellule, ils se fusionnent et ils libèrent leur contenu à l'intérieur. C'est exactement la même chose que nous faisons avec les liposomes quand on met une crème sur la peau. Donc on met
des extraits qui arrivent et qui nourrissent notre peau. Dans ces cas, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du vaccin? À l'intérieur de ces liposomes, il y a le ARN messager, mais ce n'est pas l'ARN messager des virus. C'est une molécule de ARN qui est synthétique. Nous l'avons fabriquée. À l'intérieur du vaccin, il n'y a pas de matériaux des virus. Il n'y a aucun morceau d'un virus. Il y a une molécule de ARN que nous avons fabriquée. Et ça, c'est la révolution des vaccins. La révolution des vaccins d'ARN messager, c'est que maintenant, nous sommes capables de fabriquer des longues molécules d'ARN et aussi d'ADN, mais dans ce cas d'ARN, qu'avant, c'était impossible de concevoir. La technologie, cette technologie dont je vous parle, elle existe depuis... conceptuellement depuis plus de 20 ans, avec les travaux d'une biochimiste hongroise, Caroline Kanako. Et la révolution actuelle, c'est que nous sommes capables de fabriquer le vaccin. Pas seulement de concevoir ça, mais nous sommes capables de fabriquer cette molécule synthétique, de la mettre dans des nanosomes, dans des liposomes. Et puis après, si nous allons à la suivante, c'est la dernière, c'est quand ces liposomes rentrent et accèdent dans nos cellules et ils libèrent l'ARN messager qui est traduit qui fait des protéines S, les spikes. Et ça, ce n'est pas dans n'importe quelle cellule, c'est dans des cellules très spécifiques qui sont les cellules dendritiques dont leur boulot, c'est d'échantillonner en permanence dans notre corps pour voir si elles trouvent essentiellement des corps étranges ou bizarres. Et quand ces cellules dendritiques trouvent des corps bizarres, elles présentent des morceaux en leur surface, et ils présentent ces morceaux en surface aux cellules, comme tu as montré qu'est-ce que la vie, non? Des anticorps. Non, des lymphocytes, donc des cellules, des globules blancs, des lymphocytes B ou des lymphocytes T, de façon que quand les cellules dendritiques présentent cette protéine S, il y a une génération de réponses immunitaires parce que les lymphocytes T ou B reconnaissent ces morceaux qui sont présentés dans la surface de la cellule dendritique comme étrangers à nous. Et alors donc du coup, Carole, toi, ce vaccin, c'est donc une première fois qu'on utilise, c'est la première fois qu'on utilise un tel vaccin. Il y a d'autres vaccins qui vont arriver. Et qu'est-ce que ça va apporter, ces vaccins, pour la lutte contre le Covid ? Alors, c'est forcément c'est ce qu'on attendait tous quand même, parce que c'est vrai que sur la stratégie de lutte contre ce virus, on s'est bien rendu compte assez rapidement qu'en termes de traitement, alors il n'y a pas énormément de traitements qui ont été testés, pas en tout cas de traitements nouveaux d'ailleurs, mais en tout cas il n'y a pas de voie vraiment curative miracle. Donc en effet, le vaccin, c'est quand même un énorme espoir pour arriver à éradiquer cette pandémie. Donc on en attend beaucoup, bien entendu, et c'est quand même la principale arme sur le plan de santé publique à l'heure actuelle pour en finir avec ce virus. Après, il n'y a pas que les vaccins ARN messagers, en effet, comme ce qu'a détaillé Ignacio, il y a plusieurs technologies vaccinales différentes qui sont mises sur le marché là successivement. Il y a le vaccin chinois, il y a le vaccin, différents vaccins produits par des laboratoires, et certains qui sont beaucoup plus traditionnels avec des techniques anciennes, déjà utilisées, on va dire, par le passé chez l'homme. Là, c'est vrai que la grande nouveauté, l'ARN messager, c'est que ça n'a jamais été utilisé chez l'homme jusqu'à présent à large échelle. Il y a quand même eu déjà des essais par le passé sur notamment le Zika, il me semble, avec des petits échantillons. Et puis c'était utilisé auparavant en médecine vétérinaire, chez les cochons, contre la diarrhée épidémique du cochon, notamment. Voilà. On a beaucoup moins parlé de cette maladie, effectivement. Tout à fait. Alors que c'est une cause de mortalité importante des porcelets. Mais... Alors, si c'est nouveau, cette histoire d'ARN, on entend beaucoup dire que c'est pas un vaccin classique, mais c'est un vaccin OGM, ou que c'est pas de la vaccination, mais que c'est de la thérapie génique. Alors, est-ce que tu peux clarifier un peu si c'est le cas ? Si c'est le cas, quels sont les risques ? S'il faut faire une différence entre cette technologie-là et puis celle qu'on a un peu appris à connaître avec tous les débats sur les OGM dans l'agriculture, est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus ? Un OGM,
c'est un organisme qui est modifié génétiquement pour exprimer un gène, enfin, pour fabriquer une protéine qui n'est pas la sienne originellement. Ça, c'est un OGM. Dans les vaccins à ARN messager, il n'y a pas d'organisme, hein, donc il n'y a pas d'OGM. Donc rien n'est vivant. Donc les vaccins à ARN ne sont pas des OGM, ils ne font pas de nous des OGM non plus. Donc, tu dis qu'il n'y a pas d'organisme parce qu'il y a juste une protéine, c'est ça? Il n'y a pas d'organisme parce que la seule chose qu'il y a, c'est un gène. Donc il y a un gène qui a les instructions pour fabriquer une protéine, et ce sont nos cellules qui la font. Mais la différence avec un OGM, c'est un organisme qui a dans son génome, nous, les biotechnologistes, on introduit, dans les hommes, les humains, on introduit un gène qui n'est pas le sien dans les structures, dans l'ADN. Ça veut dire dans la partie génétique qui habite dans les noyaux. Dans la cellule. Dans la cellule. Dans la cellule. Le noyau de la cellule. Dans le noyau de la cellule. Et donc ça n'a rien à voir avec tous les schémas que je viens de vous décrire. Une autre question, c'est d'autres vaccins que nous savons, qui ne sont pas encore disponibles dans le marché, mais qui le seront, sont essentiellement les vaccins chinois qui sont déjà disponibles en Chine, le vaccin Sputnik, le vaccin russe, et dans Europe, nous aurons le vaccin d'AstraZeneca, Oxford, qui est déjà licencié et disponible au Royaume-Uni, et le vaccin de Janssen. Et ces vaccins, ils sont basés sur des adénovirus. C'est un virus qui fait des rhumes, ou essentiellement, et qui a été bridé, voire littéralement, il a été castré pour ne pas pouvoir se multiplier. Et ce virus a été castré, a été bridé parce qu'on a enlevé certains gènes qui sont essentiels pour que cet adénovirus puisse se répliquer. Et à la place de ces gènes, dans les différentes compagnies, de Janssen ou les compagnies chinoises ou Sputnik en Russie, ils ont introduit le morceau d'ARN qui code, pas d'ARN, l'équivalent d'ARN. L'équivalent ADN de la partie ARN qui code pour la protéine S. De façon que quand notre organisme est infecté par cet adénovirus castré, l'adénovirus ne se multiplie pas, mais il fait que dans nos cellules, fabriquent à nouveau la protéine S, et donc nous sommes dans le schéma que je viens de décrire. Il y a la présence de la protéine S dans les cellules dendritiques, et ça déclenche la réponse immunitaire. Mais donc, si la question, Hélène, c'est est-ce que les adénovirus qui font le vaccin, qui nous seront disponibles en France, de Janssen et d'AstraZeneca, sont-ils des OGM? Je ne sais pas si un virus est un organisme, mais je te dirais que ce sont des virus hybrides, effectivement, qui contiennent une partie d'un adénovirus et un morceau dans la forme ADN de notre coronavirus. D'accord. Donc, du coup, maintenant qu'on a ces vaccins, Carole, la question qu'on se pose, c'est quelle protection apportent ces vaccins? Quelle est leur efficacité? Et surtout, combien de temps on va être immunisé s'ils sont efficaces pour nous protéger de ce virus, le Covid-19? Et la question subsidiaire, puisqu'on parle beaucoup du variant britannique, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ce vaccin restera efficace ou pas face à la version britannique, anglaise, du virus? Ouais. Alors, on n'a pas forcément les réponses à toutes les questions, mais on en a quand même quelques-unes. Alors, sur tous les vaccins là, qui sont justement en cours de préparation, on a surtout des données pour les vaccins ARN messagers, enfin celui de Pfizer-BioNTech, où on a une étude publiée, et puis pour celui d'AstraZeneca, pour lequel on a aussi une étude. Et globalement, sur le plan de l'efficacité, à court terme, parce qu'on a un recul malheureusement pour le moment qui n'est pas énorme, donc sur la question de la durée de l'efficacité du vaccin et de la protection, clairement, on ne la connaît pas aujourd'hui. On ne la connaît pas très bien, et cette réponse-là, on ne peut vraiment pas trop l'apporter.
parce que les études, elles ont une durée limitée, on est sur une échelle de quelques mois, donc on ne pourra pas répondre sur la durée. Par contre, sur l'efficacité et le taux d'efficacité, on est sur des très bons taux d'efficacité dans les essais qui ont été réalisés, sur plusieurs dizaines de milliers de personnes, pour celui de Pfizer notamment, avec des taux d'efficacité de l'ordre de 90%, 95%, une fois qu'on a eu les 2 doses de vaccin. Et puis dans ces études, des effets indésirables, dans cette étude en l'occurrence sur celui de Pfizer, qui sont pour le moment, il n'y a pas de signal d'alerte énorme. Sur les premières vaccinations là aux États-Unis, ce qu'on a vu, c'est un peu plus quand même de réactions allergiques, surtout chez les gens qui ont un terrain en fait allergique. Donc c'est pour ça qu'au début, et que là, le vaccin, on ne le recommande pas chez les gens qui ont des antécédents d'allergie sévère. Ça, c'est pour le vaccin ARN messager. Et puis pour celui adénovirus d'AstraZeneca, on a quand même aussi des bons taux d'efficacité qui varient un peu en fonction des protocoles, en fonction des doses, en fonction des âges. Mais voilà, en termes d'efficacité de protection, on est sûr que c'est bien. Par contre, la durée, pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Et il y avait une dernière question, il me semble. Par rapport aux variants. Par rapport aux variants, oui. Ça, ce qu'on sait, en tout cas, on a l'impression in vitro qu'avec le variant anglais, ça marche toujours. Il y a peut-être un doute sur le variant sud-africain. Mais en tout cas, voilà, in vitro, il n'y a pas de signal comme quoi on serait plus du tout efficace sur le vaccin, sur le variant. Et encore une fois, même s'il y avait des problèmes d'efficacité, l'avantage quand même de cette technique d'ARN messager, c'est que c'est vrai qu'on peut synthétiser notre vaccin assez rapidement, s'il y a besoin. C'est l'avantage de la rapidité de la technique. Et alors, juste avant qu'Hélène pose une autre question par rapport à ce virus, moi j'avais une question par rapport à la rapidité. Plus on attend à se faire vacciner, et plus il y a des risques que ce vaccin soit inefficace, ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Plus on attend que la campagne de vaccination soit... si on ne la fait pas suffisamment rapidement, est-ce qu'il y a des risques pour que le vaccin ne soit plus adapté au virus, puisqu'il y a beaucoup de mutations? Pour le moment, non, parce que justement, en fait, il n'y a pas tant de mutations que ça. C'est-à-dire que le coronavirus, dans la famille des virus, c'est un virus ARN qui, justement, est finalement pas tant, est plutôt assez stable par rapport à d'autres virus ARN. Donc, il mute, parce que comme n'importe quel organisme vivant, comme n'importe quel microbe, il mute, mais il mute pas si vite que ça. Et même s'il y a des variants, ils sont pas si instables que ça. Donc, j'ai pas l'impression qu'on soit sur une échelle de mois sur... a priori, ce risque-là, non, il n'est pas avéré. Non, le risque qu'on prend, c'est plutôt, oui, en termes de santé publique et de comment est-ce qu'on s'organise pour concrètement que cette vaccination elle avance et qu'on limite le nombre de cas et le nombre de morts en pratique. Alors vous parliez tous les deux des risques à ne pas vacciner assez vite, mais on entend beaucoup parler des risques que présenteraient les vaccins. Alors Nacho, quand tu parlais de la deuxième famille de vaccins que tu as présenté, tu as parlé quand même d'un virus, alors un peu comme celui qu'on montrait tout à l'heure, qui était un peu ratatiné, mais pas ratatiné de façon classique, un virus dont on a bricolé un peu l'ADN. Alors, est-ce que quand même là, on ne fait pas un peu les apprentis sorciers ? Est-ce que ça ne présente pas des risques ? Est-ce qu'on en sait suffisamment pour lancer cette technologie-là ? Je crois qu'il peut y avoir des confusions entre les adénovirus qui sont utilisés pour véhiculer, pour faire des vaccins, comme ça c'est le cas ici, et d'autres adénovirus qui sont utilisés pour la thérapie génique. Ce sont deux choses différentes, ce sont deux applications différentes, et ce sont deux formes de ratatiner, de toucher, de bricoler et de brider les adénovirus de façon différente. Ça, ici, pour le vaccin, nous ne sommes pas dans le cadre de la thérapie génique. Dans le cadre de la thérapie génique, nous voulons soigner quelqu'un d'une maladie normalement génétique. Et nous voulons soigner quelqu'un, on essaie de remplacer un morceau ou d'ajouter dans le noyau, dans l'ADN des cellules de cette personne, un morceau de DNA qui va faire le travail que son corps, sa cellule, ne peut pas faire maintenant. Ça, c'est de la thérapie génique. Pour faire ça, les biotechnologues, les biotechnologistes, ils ont manipulé le génome des adénovirus pour qu'ils puissent s'insérer, donc aller dans les noyaux, et donc interagir avec notre ADN et s'introduire dans notre ADN pour pouvoir se reproduire avec lui. Ça, c'est la thérapie génique. Mais ici, nous ne sommes pas dans ces cas. C'est-à-dire, ici, on n'a pas manipulé, les scientifiques n'ont pas manipulé ces adénovirus pour qu'ils puissent s'insérer
dans le génome, ils sont plutôt castrés, ces adénovirus, pour qu'ils ne puissent pas se répliquer. Et donc, ils ne pourront pas non plus aller dans les noyaux et intégrer leur DNA dans le DNA cellulaire. Mais ce virus dont on a bricolé l'ADN, est-ce que ce bricolage ne peut pas avoir comme conséquence de créer des, je sais pas quoi, des super mutants est-ce qu'on contrôle ce qu'on fait quand on bricole cet ADN? De créer des super mutants. Des X-Men. Pardon? Des X-Men. Bon, ça, je peux te dire que non. C'est extrêmement. Non. C'est une inquiétude qu'on entend beaucoup et pour laquelle c'est important d'expliquer si risque il y a, quels sont ces risques, ou s'il n'y a aucun risque, ou s'il y en a, lesquels, et voilà. Bon, là, la meilleure réponse, c'est que nos cellules sont confrontées tous les jours, des millions de cellules dans notre organisme sont confrontées à des infections par des virus. Et une partie importante de ces infections sont des infections à des adénovirus, non, par exemple. Et, les événements extrêmement rares d'insertion dans les génomes, et vraiment, il y a dans les cas de la thérapie génique, une seule étude en 2002 qui décrit un événement, une réaction adverse sévère dans le cadre de la thérapie génique. On n'est pas dans les vaccins. Mais ici, dans la thérapie génique, l'objectif était d'introduire dans le génome de la cellule un génome externe, un gène extérieur, pour que lui il fasse le boulot que la cellule ne pouvait pas faire. Là, il y a eu des événements adverses sévères parce que ces gènes étaient introduits, s'étaient copiés dans un mauvais endroit et il a déstabilisé les cellules. Donc, si tu me demandes, est-ce que c'est probable qu'il y ait des insertions de ces virus castrés dans l'ADN de nos cellules? Je crois que je voudrais vraiment... je crois que c'est extrêmement improbable. Extrêmement improbable, je veux dire. Je ne veux pas dire que c'est impossible. Je crois qu'il faut assumer, il faut mesurer quels sont les risques, quelles sont les possibilités. Je crois qu'on rentre vraiment dans les épisodes d'extrême improbabilité. Alors, donc, du coup, on a la question un peu sur le même thème. On va rester là juste avant de passer au traitement, enfin, à la lutte contre la pandémie. Donc, est-ce que les vaccins adénovirus sont plus sûrs que les vaccins ARN, au final? Mais parce qu'en fait, il y a deux questions là-dedans. C'est est-ce que les réponses allergiques peuvent être plus fortes, ou est-ce que les risques pour ce qu'on disait, les croisements ADN ou autres, peuvent être plus importants? Ce sont pour les réponses, pour la partie allergique, je crois que probablement Carole pourra le dire mieux que moi. On embêtera Carole pour ça. Ouais. Et par rapport à la sécurité, les essais cliniques que nous faisons pour définir les profils de sécurité d'un vaccin, ils sont courts. Ils ont toujours été courts. Ils sont courts. Ça veut dire que nous n'avons pas de recul sur est-ce que dans 20 ans, on pourra avoir un problème. Ça, c'est vrai. Nous ne l'avons pas. La seule chose, par exemple, que je peux dire pour les vaccins des adénovirus, c'est qu'ils ont déjà été utilisés de façon relativement large dans plus de 100 000 personnes, et dans les cas de Zika, dans les cas d'Ebola et dans les cas de différents essais cliniques vers la malaria. Dans aucun cas, il y a des reports d'événements sévères, des réactions sévères, et dans ces dernières 5 ou 7 ans, quand il y a eu une commercialisation à échelle moyenne, pas commercialisation, une mise à disposition à échelle moyenne des vaccins à adénovirus. Et les profils de sécurité des vaccins à ARN messager, pour la réponse immédiate, ça veut dire les essais cliniques que nous connaissons jusqu'à maintenant, ça veut dire on mesure la sécurité à 8 mois, 10 mois après la première fois, les premières personnes qui ont été inoculées avec ce vaccin. Leur profil de sécurité, il est bon, sauf les effets des réactions allergiques
qui sont observés de façon immédiate. Mais ça, nouveau, je crois que Carole elle sera meilleure placée pour répondre à ça que moi. Oui, Carole, quand on parle d'effets allergiques, on parle de quoi en fait? Alors, on parle de réactions allergiques immédiates, mais ça, il faut savoir que dans la vaccination, c'est assez connu. C'est un des effets indésirables les plus fréquents des vaccins, même courants, hein. Il y a des gens qui sont allergiques aux vaccins, c'est comme ça, et c'est pour ça que souvent, on surveille un peu les gens quand même après un vaccin pour être sûr qu'ils ne fassent pas de réaction. Donc là, les réactions dont on parle avec le vaccin ARN messager, c'est ça qui a été observé un peu plus fréquemment qu'avec les autres vaccins. Donc, c'est un urticaire qui apparaît, des plaques, en gros, des gens qui gonflent, et puis parfois même des réactions allergiques un peu plus sévères, avec nécessité d'hospitaliser les gens pour leur faire des traitements un peu plus intensifs. Donc ça, à l'échelle du vaccin ARN messager, avec l'expérience qu'ils ont aux États-Unis, c'est à peu près 1 pour 100 000. Donc ça reste quand même quelque chose de rare, hein, du coup. C'est un peu plus fréquent qu'avec les autres vaccins, mais voilà. Donc c'est quelque chose qu'on connaît, c'est pas quelque chose voilà, de fou, et du coup, c'est ce qui a amené quand même la précaution, donc de ne pas vacciner les gens qui ont des allergies sévères, a priori, et puis de surveiller les gens juste après le vaccin, justement. Parce qu'on a vu que toutes ces réactions allergiques, elles survenaient vraiment juste après, donc dans le quart d'heure ou la demi-heure après le vaccin. C'est pour ça que les gens, une fois qu'on les vaccine, on les garde sur place un moment, le temps de les surveiller, d'être sûr qu'ils ne font pas de réaction. Voilà, ça, c'est vraiment les seuls effets qu'on voit à l'heure actuelle. Après, comme disait Ignacio, sur les vaccins, mais comme sur tous les nouveaux médicaments, de toute façon, il y a des essais cliniques d'abord, mais qui sont forcément sur un échantillon un peu limité de gens et sur une durée limitée. Et après, ce qui compte, c'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. C'est-à-dire qu'une fois qu'un traitement ou un vaccin est sur le marché et qu'il est utilisé, eh ben, il y a quand même une surveillance qui se fait, parce qu'on sait que plus il va y avoir de monde exposé, plus peut-être on va commencer à détecter des choses qui sont rares. Et donc, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, la fameuse question du registre, etc., du suivi des patients qui sont vaccinés, c'est en partie lié à ça. C'est parce qu'on est face à quelque chose de nouveau et qu'il faut quand même être prudent. Voilà. Alors, on va peut-être aborder un autre aspect de la question, qui est de savoir ce que la disponibilité du vaccin change en termes de contrôle de la pandémie. Donc, est-ce que maintenant qu'on a un vaccin, ça y est, on est sorti du problème? On voit bien que non, pas tout de suite en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? D'ici combien de temps est-ce qu'on peut espérer que ça nous permette de sortir un peu de la crise sanitaire? Et puis, est-ce que tu peux nous dire comment se passe la vaccination? On a cru comprendre que c'était un petit peu difficile de se mettre en route en France en tout cas. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe? Alors, en effet, ça ne va pas être la solution immédiate. Il y a des choses qu'on peut prévoir et d'autres moins. Enfin, le délai exact, bien sûr, je suis incapable de vous le donner. Bien entendu que ça va prendre du temps et que ce temps, il dépend aussi un peu de la façon dont les stocks vont être débloqués, de la façon dont la France en est sortie justement pour commander suffisamment de doses. Enfin, tout ça reste assez obscur. Finalement, nous, ces données-là, on les a pas forcément. Enfin, tout ça n'est pas forcément très transparent sur le délai même avec lequel on va recevoir peut-être d'autres vaccins, parce que là, on a un vaccin ARN messager. Quand est-ce qu'on va avoir les autres vaccins, justement, comme AstraZeneca, qui est déjà disponible au Royaume-Uni? Enfin, toutes ces choses-là, elles sont assez floues. Et puis là, alors, si on rentre sur le côté un peu critique en termes de santé publique, ce qu'on peut dire, c'est que il y a eu quand même des messages extrêmement différents de la part des instances de santé publique en France, en tout cas, avec au début une stratégie qui était de dire on va aller doucement parce qu'on sait qu'en France, on a beaucoup de gens qui sont anti-vaccins, donc il faut vraiment faire très attention, on marche sur des œufs. Et puis finalement, un virage à 180 degrés, là, face aux critiques qui se sont élevées. Et donc voilà. Donc, la stratégie vaccinale pour le moment, c'est on vaccine d'abord, vous l'avez entendu probablement, mais c'est d'abord donc les gens les plus à risque du coup, parce que bien entendu on n'a pas des doses aujourd'hui pour toute la population française, donc on vaccine d'abord les gens les plus à risque qui sont les gens qui vivent dans les EHPAD, parce que non seulement c'est des gens âgés, fragiles, mais en plus ils sont en collectivité, donc ils sont très à risque. Deuxièmement, on vaccine les personnels de santé de plus de 50 ans ou qui ont des pathologies particulièrement à risque. À partir seulement du 18 janvier, on commencera à vacciner un peu plus large, mais toujours en se focalisant sur les gens à risque. Et tout ça va progresser jusqu'à février-mars en élargissant progressivement la vaccination, mais on n'est pas encore du tout au stade où on va vacciner largement toute la population. Donc tout ça va prendre du temps et donc la vaccination ne sera pas la seule mesure dans les mois qui viennent, c'est sûr. Et donc une fois qu'on est vacciné, on a la question là par les auditeurs, c'est une fois qu'on est vacciné, est-ce qu'on continue à être contagieux? Parce que du coup, ça veut dire qu'il va falloir qu'on continue à prendre des précautions, les distances physiques, le masque ou autre. C'est pareil, on n'a pas tout à fait la réponse. C'est un peu un mystère. C'est-à-dire que les essais qui ont été faits sur le vaccin, c'était ce qu'ils ont regardé, c'est est-ce que les gens qui ont été vaccinés font une infection symptomatique ou pas?
C'est ça qui a été regardé. Est-ce qu'ils ont des symptômes et est-ce qu'ils sont infectés? Est-ce qu'on peut être vacciné, ne pas faire de symptômes, être porteur quand même du virus? On ne le sait pas trop. Probablement que quand même, on est moins porteur parce que on pense notamment qu'il y a des phénomènes quand même d'immunité muqueuse qui peuvent se mettre en place et que probablement on excrète quand même, que même si on est porteur et qu'on n'est pas malade parce qu'on est vacciné, on excrète probablement quand même moins que quelqu'un de pas vacciné. Mais tout ça, pour le moment, c'est de l'ordre de l'hypothèse. On n'en est pas sûr et certain. Donc ça, c'est vrai que c'est une question. Mais du coup, ça rend aussi le fait plus logique du coup, qu'on vaccine quand même les gens les plus fragiles en premier. Parce que justement, le but, c'est déjà de protéger les gens les plus fragiles pour pas qu'ils fassent de symptômes de la maladie. Et après, il y a l'objectif secondaire qui est d'acquérir une immunité collective et d'empêcher globalement la circulation du virus. Alors, sur le démarrage un peu compliqué de la campagne de vaccination, on voit bien quand même que c'est plus compliqué de vacciner contre le Covid que vacciner contre la grippe. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, techniquement, c'est plus compliqué que le vaccin contre la grippe, par exemple ? Alors, il y a tout un côté logistique, ouais, c'est vrai, dont j'ai pas parlé aussi tout à l'heure, mais donc c'est de l'ARN, et l'ARN, c'est des molécules qui sont très instables et qui se dégradent très facilement. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de garder ces vaccins à moins 80, parce qu'en gros, dès qu'ils sont exposés à une température un peu trop haute, ils se dégradent très vite. Alors on peut conserver quand même ces vaccins quelques heures et quelques jours en fonction du moment où on les a préparés, etc. Mais c'est ça qui rend les choses compliquées. C'est-à-dire qu'en plus, c'est par plusieurs doses qu'on les prépare. Donc, on en a 5 en gros dans le package. Et une fois qu'on a ouvert et préparé les 5, il faut vacciner 5 personnes. Et sinon, on perd les doses. Donc, c'est du coup ça qui fait que logistiquement, c'est plus compliqué qu'un cabinet de médecins généralistes, par exemple, qui peut avoir un vaccin dans son frigo et le sortir au moment où il voit son malade et où il peut le vacciner. C'est ça qui fait qu'on est obligé d'avoir une organisation, une logistique particulière. Et puis la deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi sur la pharmacovigilance. C'est qu'en effet, tous les gens qui sont vaccinés à l'heure actuelle, il faut quand même qu'on puisse les surveiller, les retrouver si jamais il y a un problème, et ça nécessite aussi une logistique quand même particulière. D'accord. Et alors, bon, on ne peut pas parler de vaccins sans parler de Big Pharma, donc parce qu'on ne peut pas dire que ce soit la puissance publique qui fabrique les vaccins. On voit là, avec le Pfizer ou d'autres, que c'est des gros groupes quand même qui produisent ça. Se pose du coup l'aspect brevet et gros sous avec cette histoire de vaccin. On voudrait vous faire écouter un petit montage qu'on a fait à partir d'archives sur une maladie qui est la polio. Polio, one huge outbreak in New York City, June 1916. Panic soon begins. Those who can pack their bags and prepare to leave town. Thousands hurry toward the piers and railroad stations. As Walter Cronkite recounted in this 1958 CBS News broadcast, that was just the beginning. After World War II, polio became an ever greater national threat. The 3-year statistics run 50,000 polio cases, 103,000 cases, 122,000 cases. This is the place, the University of Pittsburgh School of Medicine. This is the man, the director of the Virus Research Laboratory, Dr. Jonas E. Salk. Jonas Salk and his team spent 6 years working on a vaccine, conducting a huge nationwide trial on 1.8 million children. The most extraordinary field trial in medical history. No one knew whether it was safe, whether it would be effective, but people were so both afraid and believers that they'd volunteer their school kids to be guinea pigs for this new vaccine. But in 1955, one of the greatest triumphs in medical history is achieved. Success. Neither Jonas Salk nor Albert Sabin and their teams personally profited from their discoveries, as Salk explained to CBS's Edward R. Murrow. Who owns the patent on this vaccine? Well, the people, I would say. There is no patent. Could you patent the sun? Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut breveter le soleil? Visiblement non.
Alors, donc là, on voit bien. Donc, c'est à la fois des images qui font écho à ce qu'on vit en ce moment. On voit passer très vite des images, tout est fermé parce qu'on est en pleine épidémie de polio aux États-Unis. Mais c'est surtout cette histoire de brevet, effectivement, des découvreurs du vaccin qui donc ne déposent pas de brevet. On a un vaccin qui est un bien commun. Aujourd'hui, on vit quelque chose de très, très différent. Donc, est-ce que l'un et l'autre, vous avez des éléments un peu sur ce que ça nous coûte déjà, ces vaccins aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas dans le domaine public, ce que ça rapporte à l'inverse aux entreprises qui ont réussi à les développer? Carole, est-ce que tu peux nous donner des éléments? Ouais. Bah, c'est vrai que ce documentaire, il est bien parce qu'en effet, on se rend compte que c'est des choses qui aujourd'hui seraient complètement inenvisageables, vu la façon dont on produit des nouveaux médicaments, et là, en l'occurrence, des vaccins. Donc cette question du brevet, en effet, elle est centrale à mon sens. Et encore une fois, c'est pas que le problème là du vaccin, c'est le problème global du modèle de production des médicaments et du modèle de découverte des médicaments et de la façon dont on mène la recherche sur les médicaments en Europe et dans le monde libéral occidental. Ce qui se passe à l'heure actuelle, on l'a vu, c'est que même les vaccins, là d'ailleurs dont on parle ce soir, on en parle en termes de marque. On parle du vaccin d'AstraZeneca, de Moderna, de Pfizer, alors qu'on pourrait s'imaginer d'ailleurs qu'on parle plutôt des gens qui les ont découverts et qui ont travaillé dessus, mais non. Et en effet, donc, on l'a vu très tôt d'ailleurs, et ce que je disais tout à l'heure illustre ça, c'est-à-dire que les données scientifiques sur ces vaccins, finalement, elles sont arrivées après les annonces dans la presse, le fait que les actions en bourse de toutes ces grosses firmes sont montées bien avant aussi le fait qu'on ait des vrais résultats scientifiques. Donc tout autour de ça, il y avait vraiment un emballement dont l'objectif était quand même beaucoup économique, avec les cours de la bourse au milieu et le prix des vaccins qui montait. On a vu des trucs assez fous. Enfin, sur le prix auquel les États achètent les vaccins, on sait par exemple qu'Israël a pu vacciner massivement sa population parce qu'ils ont payé quasiment 2 fois le prix auquel l'Europe a payé le vaccin à Pfizer. Donc voilà, il y a des espèces de spéculations du coup qui se font sur ces vaccins, tout comme sur les nouveaux médicaments, ça peut aussi arriver. Alors qu'on pourrait se dire que dans une crise mondiale comme celle qu'on traverse, on pourrait au contraire avoir une espèce de coopération entre les gens qui découvrent les vaccins, la manière dont on les produit. On pourrait se dire que pour ne pas avoir de problème de pénurie en Europe, on pourrait avoir une espèce de stratégie de santé publique à l'échelle européenne avec une mutualisation des moyens, avec le fait que justement tous les gens qui savent produire du vaccin pourraient s'aider pour produire au maximum et pour que tout ça soit disponible. Et bien entendu, dans ce type de fonctionnement concurrentiel, c'est pas le cas. Et ce qu'on voit plutôt d'ailleurs en termes au niveau mondial, c'est qu'il y a vraiment des espèces de parts de marché qui sont dispatchés avec, on voit très bien qu'en Europe, c'est plutôt le vaccin Pfizer qui va être vendu en premier, et puis après peut-être AstraZeneca, que le vaccin chinois, il est bien sûr utilisé en Chine, mais la Chine s'adresse quand même beaucoup aussi à tous les pays en voie de développement pour essayer de vendre son vaccin et pour en faire la promotion. Donc on est vraiment sur une espèce de polarisation comme ça économique. Et voilà, on voit qu'il y a un rôle géopolitique dans cette histoire de vaccins, et le fait qu'il y ait des brevets pose un problème. On va vous montrer une carte. Alors, petit quiz, que représente cette carte? Alors, essayez de deviner avant de voir le titre. Donc, on a une carte du monde, différentes couleurs pour les différents pays du monde. Alors, est-ce et que donc, le code, là, ne correspond ni au nombre de cas, températures, ni à la température, ni à l'exposition au réchauffement climatique. C'est une carte, par contre, qui reflète assez bien les différentiels de richesse entre les pays. Et donc, bon, vous avez la légende. Hein. En fait, c'est l'échéance à laquelle chacun des pays peut espérer avoir accès au vaccin. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est ceux qui peuvent mettre de l'argent sur la table qui seront servis les premiers. On a parlé avec l'exemple d'Israël. On voit bien que dans les pays qui n'ont pas de... Les pays occidentaux, ça va. Ça va pas mal. Mais les pays d'Afrique, ils ont quelques légers soucis d'accès. Ou du côté de l'Amérique du Sud ou en Asie. Donc voilà, donc on voit bien les inégalités en termes d'accès au pays. Et il y a une campagne qui est relayée notamment beaucoup par Oxfam, mais aussi par l'OMS, pour demander un engagement vers un vaccin public. Alors c'est vrai que la différence avec le vaccin de la polio, c'est qu'on voit que tout le monde en fait demande aux entreprises de bien vouloir donner accès à leur vaccin. Alors je vais peut-être montrer le petit visuel fait par Oxfam
qui montre aussi... Ce qu'on peut juste essayer de voir aussi, Carole, c'est parce qu'avant de passer au visuel d'Oxfam, c'est est-ce que, vu qu'on a vu que diffuser le virus, c'est quand même diffuser le vaccin, c'est quand même quelque chose de géopolitiquement intéressant, est-ce que le vaccin Sputnik, par exemple, il est diffusé gratuitement? Est-ce que le vaccin chinois est diffusé gratuitement pour essayer d'être les bons samaritains de l'histoire, quoi? Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Alors, Ignacio, t'en as? Non, c'est pas attends, je vois que ça fait... il y a des enjeux de politique, de soft diplomatie, des diplomaties. Donc, la Chine essaie de se montrer comment essayer de se positionner au niveau mondial dans la diplomatie de la santé, en essayant donc ils ont signé des accords avec l'Inde, donc un accord entre l'Inde et la Chine, donc donner les tensions qu'il y a entre les deux, et ça parle beaucoup, non, de la volonté de la Chine d'utiliser le vaccin dans le côté diplomatique, aussi avec le Brésil, et aussi dans la continuation de la mainmise chinoise sur l'Afrique. Et la Chine essaye de signer aussi avec le Maroc, probablement comme en tête de pont, pour après rentrer dans le reste de l'Afrique. Après, pour Sputnik, je t'avoue, je ne sais pas si c'est distribué gratuitement dans la Russie. Je sais que ça a un accueil plutôt froid par la population. Donc, il y a les chiffres de vaccination en Russie sont beaucoup plus baissés que ce que le gouvernement s'attendait. D'accord. Et donc on va continuer sur cette question de brevetabilité ou autre, en se posant la question, parce que quand même notre ministre de la Recherche pensait que ça allait être fait en 18 mois, et là on voit que trouver un vaccin c'est très rapide. Alors du coup, est-ce qu'on peut dire que l'efficacité des Big Pharma nous oblige à prêter allégeance au capitalisme et dire que finalement ce système que l'on maltraite, qu'on dénonce régulièrement à la Carmagnole, est-ce que là il ne nous montre pas son efficacité? Alors avant de laisser la parole à Carole, à Ignacio, on va regarder une petite vidéo d'un parti qui n'est pas forcément très connu en France, c'est le Parti des travailleurs belges, de Belgique, qui s'exprime sur cette question. Vous avez compté les sous, nous on compte les morts. Ici, au Parlement européen, depuis mars, nous nous battons pour faire du vaccin un bien public commun. Voici 5 raisons pour lesquelles c'est important. Faire du vaccin un bien public signifie pas de contrat secret avec les multinationales pharmaceutiques. On ne peut pas voir les noms des négociateurs, on ne peut pas voir les contrats, rien du tout. Un nom est sorti, c'est Richard Bergström, qui négocie aujourd'hui pour la Commission européenne avec les entreprises multinationales pharmaceutiques. C'est qui? C'est l'ancien patron du grand lobby pharmaceutique à Bruxelles. Parce que nous avons déjà payé la recherche et le développement et la capacité de production de ce vaccin avec des fonds publics. Un bien public signifie que nous décidons du prix, que nous ne finançons pas les actionnaires de Big Pharma. Si c'est un bien public, plein d'entreprises peuvent le produire. La présidente de la Commission européenne avait promis de faire du vaccin un bien commun. Et après, cette promesse a été remise dans les tiroirs. Ça, c'est inacceptable. This vaccine will be our universal common good. Eh ouais, ils ont oublié d'en faire un bien commun. Mais il y a une pétition qui circule à l'échelle européenne que vous pouvez signer pour demander à ce que ça soit un bien commun et que ça devienne quelque chose de public. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Carole, qu'est-ce que du coup, cette histoire de pandémie nous explique nous donne un peu comme idée, comme piste pour développer une vraie politique de santé publique? Quand on voit comme cette pandémie est traitée et autres, quelles sont les pistes pour essayer d'avoir une véritable santé publique, une santé pour tous? Alors, ça pourrait être très long, on pourrait discuter des heures autour de ça, mais en tout cas, sur les petits bilans déjà qu'on peut tirer à court terme,
Là où je pense qu'on a un problème, notamment en France, c'est quand même sur le fait que tous les messages de santé publique descendent vraiment du haut vers le bas. Il y a très très peu et sur un mode assez coercitif, et donc avec très peu finalement de confiance qu'on peut faire à la population sur l'application de ces mesures, sur l'appropriation collective en tout cas de toutes les mesures de prévention. Alors que pourtant l'expérience a montré justement en mars-avril que face à cette menace, au niveau collectif, on a su bien répondre, que ce soit à l'hôpital. Les systèmes hospitaliers se sont extrêmement bien organisés et se sont extrêmement bien organisés par la base. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas les ARS qui ont drivé les choses, ce n'est pas les représentants de l'État qui ont mis en place l'organisation au niveau des hôpitaux, c'est vraiment sur le terrain qu'on s'est organisé et qu'on a mis en place ce qu'il fallait. Et ça, on l'a bien vu, que ce soit sur les masques, sur tous les équipements, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un problème d'une vision de santé publique du haut vers le bas, alors qu'on pourrait bien entendu plutôt se baser sur le terrain pour faire avancer les choses. Donc il y a ça d'un côté. Et ça, on avait vu, c'est juste pour pas te couper, mais lorsqu'il y a eu la grève du patronat au Chili, sous Allende, on avait déjà vu ça. C'est-à-dire que l'auto-organisation des infirmiers, des étudiants et des médecins qui étaient du côté de l'unité populaire avait montré que cette décentralisation et du bas vers le haut avait une certaine efficacité pour gérer la santé, un peu comme beaucoup d'autres services publics, quoi. Oui, exactement. Et ça a même été analysé sur le côté très centralisé finalement de la santé publique à la française dans le rapport d'enquête du Sénat. C'est ce qui souligne un peu, c'est que l'organisation par les agences régionales de santé qui sont devenues peau de chagrin d'ailleurs, parce qu'elles étaient, on avait 26 avant Agence nationale de santé, avec la fusion des régions, etc. On n'en a plus que 18. Donc voilà, on a une perte de moyens vraiment sur le terrain qui ont été assez préjudiciables à cette crise. Donc déjà ça pourrait permettre d'améliorer les choses, déjà, et écouter un peu le terrain. Sur le vaccin et sur les médicaments plus globalement, je pense que cette crise, en effet, ça montre encore une fois que le fait que le médicament ou que le vaccin puisse être un bien public, que la façon, c'est ce qui est dit dans le reportage qu'on vient de voir là, mais la façon dont on fixe les prix des vaccins et des médicaments, c'est vraiment un truc essentiel sur lequel il faut travailler. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, l'industrie pharmaceutique, on n'a aucune transparence sur les coûts de production qu'ils ont, et c'est eux qui fixent les prix. Et alors là, justement, sur ce thème-là, on a reçu ici Laurent Mauduit qui nous parlait des prédations des services publics par les groupes financiers. Mais ce qu'il nous avait dit aussi, c'est que nationaliser une entreprise, s'il y avait un pôle public du médicament, ça ne faisait pas obligatoirement commun, qu'il fallait travailler là-dessus. Par exemple, si aujourd'hui un chercheur employé par le CNRS ou un organisme de recherche public trouvait un vaccin ou une molécule, à mon avis, il y aurait un brevet déposé par le CNRS ou l'INSERM. Donc ça veut dire que ce problème de faire d'une molécule, d'un vaccin ou d'autre un bien commun, c'est pas en faisant que ce soit un organisme public qui le trouve qu'on le résout. Il faut aller plus loin que ça. Oui, bien sûr. D'autant que, bien sûr, il y a une prédation, et c'est un peu ce que je voulais dire. Le vaccin, l'ARN messager, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il s'appelle Pfizer-BioNTech. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est BioNTech à la base qui a produit ce vaccin et qui a vraiment travaillé dessus, et Pfizer, qui est un gros groupe, a négocié de continuer à travailler dessus et le rachat. Et ça se produit quand même assez souvent, parce qu'en fait, ces grands groupes, ils n'aiment pas trop prendre de risques. Ce qu'ils veulent, c'est surtout nourrir leurs actionnaires. Donc même en termes d'innovation, finalement, on parlait tout à l'heure du rapport, est-ce que finalement le capitalisme, on doit lui dire merci, en un sens, sur les dernières années, sur beaucoup de progrès thérapeutiques, c'est pas vraiment les gros groupes qui ont fait des progrès. C'est souvent des petites startups de biotechnologie qui ont développé des choses et qui après se sont fait racheter leurs brevets justement par des gros groupes. Et dans le public, c'est pareil. On produit des nouveautés, c'est breveté, et puis après, c'est des fois racheté par des firmes pharmaceutiques qui vont le produire et qui vont faire du profit dessus. Donc ça, c'est en effet un vrai enjeu, un vrai problème. Donc, si on comprend bien, il faut un pôle public du médicament, un monopole public du médicament, mais que ce soit un commun. Écoutez, Ignacio et Carole, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission de la Web TV de la Carmagnole. On vous dit merci à Marseille, merci à Montpellier. Bon courage, parce que je crois que Carole, tu es un peu sur le front ces temps-ci, et merci encore plus d'avoir pris du temps pour nous expliquer tout ça. Donc on se retrouve très bientôt sur la Carmagnole. On se retrouve la semaine prochaine avec Cédric Durand sur le techno-féodalisme. Donc il va nous raconter un peu les GAFAM, les multinationales, comment elles créent des monopoles, comment elles ont besoin de créer des monopoles et comment, par ce biais, on a une mutation du capitalisme. Et on comprendra peut-être pourquoi c'est même Twitter qui a le pouvoir d'éjecter du débat public un gars qui a quand même pas mal de pouvoir, qui est le président des États-Unis. Donc merci à tous, merci à toutes. Merci Hélène.
Merci à Delphine pour les questions, merci à Jean-Jacques et Julien pour la technique, et encore merci Carole et merci Ignacio, à très bientôt. Ciao, à bientôt. President alive.